bien le bonjour mes petits lions, aujourd'hui on va se lancer sur l'ultime tome de la trilogie Prince Captif et résumer un peu le scénario avec petits commentaires et moqueries et illustrations notamment en bonhomme patate. Après un premier tome et un deuxième tome oufissime, la conclusion est pour moi tout à fait à la hauteur et clairement plus du niveau du second que du premier. Saurais-je faire plus concis que les deux dernières fois où, alors que je n'avais pas présenté la série, j'ai littéralement fait 4 pages et demie de plus que pour le premier tome? Probablement pas, parce qu'il s'en passe des choses dans ce tome 3. Rappelons rapidement où on en était. Après avoir passé le tome 2 à se rapprocher et à tenter de contrer les plans du régent, Damen et Laurent finissent par, je dirais pas se foutre ensemble parce que c'était censé être un adieu, mais bref, on va juste dire que cette tension sexuelle a enfin été un peu coupée. Néanmoins, ça ne se fait pas sans perte. Emmerich, une des victimes de l'oncle de Laurent, qui avait été poussé à trahir ce dernier, se suicide tandis que Nicaise, l'enfant prostitué du régent qui s'entendait bien avec Laurent à sa manière, est exécuté par son maître. Le régent lance un piège en poussant Laurent à l'affronter dans un endroit où il sera en clair désavantage. Aussi, lui et Damen se séparent, avec Laurent et ses hommes qui vont s'attaquer à Forten, d'où viendront les renforts du régent, alors que Damen attendra des renforts pour pouvoir mener l'attaque. Quelle n'est pas la surprise de Damen néanmoins, quand il se rend compte que ces renforts sont les troupes de Nicandros, son ami d'enfance, et donc que Laurent cherchait à s'allier avec certaines parties d'Achelos depuis le début. Nous reprenons littéralement 5 secondes après que Damen a été reconnu, ce qui le force à s'emparer du fort pour éviter les effusions de sang. Mais Damen compte bien tenir sa promesse, et lors de ses retrouvailles avec Nicandros, il lui résume ce qui lui est arrivé sans entrer dans les détails et découvre que Laurent a fait venir Nicandros, en lui révélant ce qu'il a dit à Damen à la fin du tome 2, que Castor et le régent ont conspiré ensemble pour tuer le roi Théomède d'Achelos, et qu'il en a la preuve. Ça a au moins le mérite de donner envie aux Acheloniens de se fighter contre le régent, mais une fois à Charcy, il y a un souci. Les renforts de Laurent n'arrivent pas. Et alors que Damen se rend compte qu'ils sont seuls, face à une armée bien plus grande que la sienne, mais décide de se battre quand même, quelque chose d'exceptionnel se passe. Nous arrivons à l'unique chapitre de la série entière, qui est du point de vue de Laurent. Ce n'est pas le seul moment, il y aura une autre scène plus tard, mais c'est le seul chapitre entier, et que dire? C'est peut-être mon chapitre préféré du livre. Je suis pas sûre. Mais plutôt que de vous le résumer, je vais vous dire la situation au début du chapitre et la situation à la fin du chapitre, ok? Bien. Alors le chapitre commence avec Laurent ligoté et blessé dans les cachots de Forten, enfermé dans une cellule avec face à lui Govard, qui ne nous avait absolument pas manqué, et qui, si vous vous souvenez bien, a des tas de raisons de vouloir le tuer et le faire souffrir au passage. Et qui n'a pas la clé de la cellule, personne ne l'a ici. Et donc, le chapitre se termine avec Govard en train d'agoniser sur le sol, Laurent hors de la cellule, et Guillaume, seigneur de Forten, enfermé à sa place et en train de lui prêter allégeance. Bon, Laurent est pas dingue, il s'en sort avec une épaule déboîtée et dans laquelle on a planté un couteau, et il est un chouïa en train de se vider de son sang, mais damn quand même. Le seul truc que je vous dirai sur ce chapitre, parce qu'aucun résumé ne lui rendra honneur, c'est qu'on voit que derrière le froid calculateur, il y a en fait une panique à peu près permanente qu'il repousse de toutes ses forces. Ce qui, soyons honnêtes, l'humanise beaucoup le petit loup. Mais bon, avec ça, on a bien compris pourquoi Laurent n'était pas au rendez-vous, et c'est pas vraiment sa faute, mais il n'empêche que la bataille est un immonde bain de sang où Damen nous rappelle qu'il est un dieu de la guerre, puisqu'il perd la moitié de ses troupes, mais gagne la bataille en tuant plus de 6000 hommes du régent. Voilà, je pose ça là. À la fin du combat, il reçoit un messager de Laurent qui dit qu'il les attend à Forten, et quand ils les rejoignent, Damen s'efforce de pouvoir se retrouver seul avec lui, parce qu'on va juste dire qu'après cet abandon dont personne ne sait qu'il était clairement pas volontaire, l'opinion que les Acheloniens ont de Laurent est dans le négatif, quoi. Damen identifie immédiatement, malgré les tentatives de n'avoir l'air de rien de Laurent, que celui-ci est blessé, mais si on pouvait espérer que ces retrouvailles seraient une lueur d'espoir pour notre alliance... Oui et non. Enfin, l'alliance se produit, mais les retrouvailles sont désastreuses. Forcément, Damen sait qu'il ne pourra pas cacher son identité plus longtemps, alors il commence à vouloir expliquer, et là... Je sais qui tu es, Damianos, lâcha Laurent. Damen eut l'impression que l'intérieur de la tente se remodelait. Chaque objet perd dans sa forme originelle. Pensais-tu que je ne reconnaîtrais pas l'homme qui a tué mon frère? Poursuivit le prince. Chacun de ces mots était comme un éclat de glace, blessant, coupant telle une écharde. La voix de Laurent était parfaitement égale. Damen esquissa un pas en arrière, à l'aveuglette. Ses pensées s'éparpillaient. Je le savais déjà au palais, quand ils t'ont amené devant moi. C'est à ce moment précis que je voudrais vous ressortir la réaction de Laurent en voyant Damen dans le tome 1. Laurent avait marqué un temps d'arrêt en voyant Damen et avait blêmi, comme s'il venait de recevoir une gifle ou une insulte. Je vous avais dit que cette phrase était importante. Laurent savait parfaitement qui était Damen depuis le tout premier instant. Il savait qu'il était face à l'homme qui lui avait tout pris.
Est-ce que cela excuse ses actes dans ce premier tome? Non. Par contre, ça les explique. Il était face à la personne qu'il voulait le plus voir mourir, et à qui on lui avait aussitôt interdit de faire le moindre mal. Sa cruauté envers Damen s'explique, car c'était une vengeance d'une victime envers celle qu'elle voyait comme son bourreau. Mais ça rend ce volume 2 encore plus fou, et il est clair qu'il était dans une sorte de déni de la réalité qui lui permettait de tenir, peut-être plus encore que Damen. Après tout, dans la catégorie émotion complexe, imaginez-vous que la première personne à qui vous faites confiance, et dont vous êtes en train de tomber amoureux, est votre ennemi ancestral et la personne qui a tué votre frère. Je pense que ça se pose là, avec le fait de tomber amoureux d'une personne qui a ordonné à ce qu'on vous fouette presque jusqu'à la mort. En tout cas, peut-être que Laurent savait, mais ça ne rend pas leur nouvelle relation plus simple. Laurent accueille Damen comme un roi ennemi ici pour faire une alliance hésitante, et Damen finit par devoir accepter que cette relation qu'ils avaient ne peut pas reprendre comme elle s'est arrêtée, et à la place le traite de l'exacte même façon, avec le même genre de froideur et d'hostilité. Mais ce moment où Damen met définitivement de côté son rôle d'esclave et se présente en tant qu'égal m'intéresse particulièrement parce que dans l'AVF, ils ont choisi ce moment pour que Damen passe du vouvoiement qu'il lui adressait jusque-là à du tutoiement. Et je tiens à dire que c'est très clairement le choix le plus judicieux quand cette problématique, qui bien sûr ne se posait pas en anglais, et je voulais féliciter les traducteurs à ce niveau. Bah oui, je reste une traductrice. Bien sûr que ce détail m'intéresse. En tout cas, ils négocient dans toute leur animosité, et on n'a d'ailleurs jamais vu Damen aussi agressif à l'égard de Laurent, même au tout début à Arles, et on sent que c'est un peu une rupture qui leur fait du mal à tous les deux, mais de manière assez ironique, c'est clairement Damen qui ressort comme le moins raisonnable des deux, pour la simple et bonne raison que Laurent est beaucoup moins pris au dépourvu que lui et avait déjà tout prévu. C'est ironique parce que d'habitude, ils ont un peu le rôle inverse. Laurent a des troupes et de l'approvisionnement pour aider Damen à reprendre le sud d'Achelos, dominé par Castor et le régent qui vient d'aller là-bas sans doute pour leur tendre la suite de ses pièges. Et en échange, il demande d'Elforfa, le territoire qu'Achelos a pris à Ver il y a 6 ans et qui est actuellement sous la direction de Nicandros. Et comme Damen n'est pas convaincu, il ajoute que Guion est prêt à témoigner quant à l'implication du régent et de Castor dans le meurtre de Théomède, et donc asseoir la légitimité de Damen sur le trône d'Achelos. En fin de compte, Damen n'avait aucune chance et est forcé d'accepter. Négociation musclée donc, mais passée dans un sport auquel Laurent est bien plus doué que Damen. Mais si on trouvait que ça avait déjà été assez rude pour Damen, grand mal nous en fait car lorsqu'il rejoint ses nouveaux quartiers, il est accueilli, dans la grande tradition aquilonienne, par une esclave. Et Damen est incapable de la voir et de ne pas se voir en tant qu'esclave. Révulsé par cette simple pratique qu'il avait toujours prise pour acquise jusqu'ici, même s'il ne se l'avoue pas encore, il demande à ne plus être servi par le moindre esclave de toute la campagne. L'Alliance s'organise alors en public, et Laurent se montre parfait. Il permet notamment aux Aquiloniens de punir les bandits qui avaient attaqué le village aquilonien dans le tome précédent, ce qui est profondément apprécié. Mais on voit très vite que le premier obstacle à cette alliance sera Macédon, le général principal de Nicandros, qui déteste Ver plus que tout. L'autre obstacle, moins grave, sera Nicandros, qui voit Laurent et immédiatement sort sa casquette de gardien de la Horny Jail en mode intervention, Damen mon pote, je te connais, range ta bite et ne risque pas notre pays pour les beaux yeux d'un blondinet manipulateur. Et là où c'est drôle, c'est que Damen ne va rien faire. Les deux seront gérés par Laurent de façon très différente. Pour commencer, Laurent va gérer Macédon en détournant chacune de ses provocations d'une façon qui force le général aquilonien à faire exactement ce que veut Laurent. Damen compare ça à un ours qui semble tenter d'arracher l'azur de la voûte céleste et ça a un côté comique. Mais dans tous les cas, de toute façon, une alliance, ça ne se fait pas si facilement en Achelos. Non, il faut une nuit de cérémonie, des jeux traditionnels, des combats amicaux et l'Octone dont on reparlera. Et pour pouvoir organiser tout ça, on propose de se rendre au fort de Marlas à Delpha, le fameux fort vérétien qui fut remporté par capitulation par Achelos, le fort gagné avec la mort du frère de Laurent. Je pressens beaucoup de dégâts émotionnels pour tout le monde lorsqu'on sera là-bas. Lorsqu'ils entrent à Delpha, c'est la première fois depuis le premier chapitre du premier livre que nous entrons à Achelos, et Nicandros souhaite à Damen un bon retour chez lui. Mais c'est aussi le moment où nous comprenons pourquoi Laurent a demandé à ce que ce territoire lui soit rendu en échange de son aide. Car les habitants ici n'accueillent pas l'armée en fiers aquiloniens. Non. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour brandir les armoiries du prince de Ver. Ce peuple dont Damen était si fier d'avoir récupéré les terres appartient à Achelos depuis 6 ans. Tous, ici, se considèrent comme vérétiens et le sont restés, dans leur langage et leur tradition, ainsi que dans leur cœur. Et on verra plus tard que les Aquiloniens les voient aussi comme des vérétiens et donc ne les traitent pas particulièrement bien. Le bon peuple de Damen, pourtant dirigé par son meilleur ami ici, agit comme des colonisateurs racistes envers des gens à qui ils n'ont laissé aucun choix. Pour bien achever la déconstruction de sa manière de voir les choses, lorsqu'ils arrivent à Marlas, un fort vérétien, Damen ne voit plus que les tapisseries qui ont été retirées et arrachées après la conquête.
les murs dégarnis aux faïences brisées, la destruction totale d'une culture que les siens refusent de ne serait-ce qu'essayer de traiter dignement. Nos deux héros ont l'occasion de se retrouver en tête-à-tête quand Laurent se rend de nuit sur le champ de bataille où est mort son frère et Damen le suit. Car finalement, avec le non-dit des derniers tomes, c'est vraiment ça, l'énorme éléphant dans la pièce entre eux, la peine qu'ils n'ont jamais abordée. Damen a tué le frère de Laurent. Et avec tout ce qui lui est arrivé ensuite, Laurent n'a jamais pu le pleurer proprement. Il est toujours en deuil. Néanmoins, Laurent refuse de parler d'Auguste, préférant provoquer vaguement Damen pour éviter justement d'avoir à aborder le sujet. Il l'accuse néanmoins légèrement d'avoir envie de le baiser et d'en rêver depuis Ravenel, et même depuis Naisson. Tu as raison, avoua Damen. J'y pense depuis Ravenel. Je n'ai pas cessé une seconde d'y penser. Pourquoi demanda Laurent. Est-ce que j'étais si bon que ça? Non, tu es bête comme un puceau, rétorqua Damen. La moitié du temps. Le reste du temps... Comme si je savais comment faire. Comme si tu savais à quoi tu étais habitué. Ça continue de me tuer comment Damen peut balancer des trucs comme ça et ne toujours pas avoir compris ce que les lecteurs ont saisi depuis la fin du tome 1. Mais bon, les deux sont interrompus quand une troupe passe et qu'ils doivent se cacher pour ne pas se faire remarquer. Inquiets quant à ce que faisait cette troupe, ils envoient des hommes et découvrent bien vite qu'un autre village sans défense a été incendié. Et que ceux qui l'ont fait au nom de Damianos d'Aquilos. Horrifié et constatant que ça a l'air de l'œuvre de Macédon, Damen s'attaque à lui et est arrêté par Laurent qui fait remarquer que c'est clairement une manipulation de Castor, ou plutôt du régent, tout ça pour semer la zizanie dans leur troupe. C'est néanmoins là que je voulais vous parler du côté colonisateur raciste, parce que Macédon n'arrange pas son cas en n'étant pas bouleversé un tant soit peu par la mort de Vricien, ou bien même il s'agit d'innocents censés vivre sous sa protection car sur ses terres. Dans une humeur massacrante, Damen décide d'aller s'entraîner pour se défouler sur quelque chose et le fait seul, sachant qu'il n'a aucun adversaire à sa hauteur. Laurent décide alors de le rejoindre et de se frotter à lui. Et en soi, l'intervention a l'effet escompté sur Damen, qui commence à prendre un certain plaisir à ce combat face à un adversaire clairement très talentueux. Elle n'a en revanche pas l'effet escompté sur Laurent lui-même, qui en se retrouvant en position de faiblesse, transforme progressivement ce qui était clairement à l'origine un combat amical en le combat qu'ils auraient eu s'il avait, comme il le souhaitait, affronté Damianos d'Aquilos pour venger son frère. Il donne tout, avec une violence désespérée, utilisant son environnement, tout ce qu'on peut imaginer. Et malgré tout, le résultat est sans appel, lorsque Damen finit par le plaquer au sol et lui intimer d'arrêter, l'obligeant à admettre qu'il se rend à voix haute, à admettre qu'il est moins fort que lui. Laurent fut le premier debout, et s'appuya d'une main sur le poteau de bois, sa chemise couverte de sueur. « Tu veux me l'entendre dire? Tu veux que je dise que je n'aurais jamais pu te battre ?» Sa voix monta dans les aigus. « Je n'aurais jamais pu te battre !»« Non, c'est vrai, tu n'es pas assez bon. Tu aurais cherché à te venger et je t'aurais tué. C'est comme ça que ça serait terminé entre nous. C'est ça que tu aurais voulu ?»« Oui !» lança Laurent. « Il était tout pour moi. » Ces mots semblèrent résonner indéfiniment. Au début du tome 2, quand Laurent et Damen ont mis les choses au clair, Laurent avait tendu un couteau à Damen en lui demandant de montrer maintenant s'il désirait le tuer plus que n'importe quoi d'autre. Damen n'avait pas utilisé ce couteau. La seule chose qu'il peut faire face à tant de douleur, c'est imiter ce geste et mettre un couteau dans la main de Laurent, la lame contre son propre ventre. Après quelques instants, le couteau tombe dans la sueur. Ils sont loin d'avoir réglé leur problème, mais ce combat sans se retenir, cette mise à nu, aura eu l'avantage de crever l'abcès. Malgré l'intervention de Laurent, il semblerait que Macédon ait très mal pris l'agression de Damen car lui et ses hommes manquent à l'appel lors des jeux pour sceller l'alliance le lendemain, ce qui les ampute de la moitié de leur armée. Ils décident de procéder quand même, et on voit un peu certains de nos tristagonistes réapparaître pour un coucou, comme Lazare qui gagne à l'épreuve de tir à l'arc, et Jord celle à la picourse. Lors de l'épreuve de lutte néanmoins, Nicandros voit le dos de Damen pour la première fois depuis qu'ils se sont retrouvés. Ah oui, le dos. Celui qui a reçu beaucoup de coups de fouet là. Ça se passe à peu près comme ça. Qui t'a fait ça? Yo, je veux le tuer. On touche pas. Vous voyez? Il m'a pardonné pour cette histoire triviale de flagellation. Quant à moi, je lui ai pardonné d'avoir tué mon frère. Loué soit cette alliance. Tu aurais pu le tuer! C'était le but. Je vous avais dit que Laurent allait gérer Nicandros à sa manière. À sa manière étant en le trollant autant que possible parce que les réactions de Nicandros sont toujours très drôles. Mais enfin bref, ne reste plus que l'épreuve finale avant que l'alliance ne soit réellement scellée. Et que les deux armées, qui se sont légèrement rapprochées au cours des jeux, ne forment plus qu'une pour la campagne contre Castor. Et cette épreuve finale, c'est l'Octone, le jeu des rois. Mais c'est là que Macédon se pointe avec ses hommes et déclare qu'il est ok pour cette alliance, mais seulement si Laurent, qui n'a participé à aucune épreuve parce que son épaule quoi, mais personne à part Damen et Bastial ne le savent, participe à ce jeu. Damen est horrifié, car si Laurent refuse, ce sera un désastre. Mais l'Octone est un jeu auquel on ne s'improvise pas joueur, il faut un entraînement spécial et tout, et si Laurent accepte, il sera sûrement parfaitement inapte et s'humiliera et ce sera encore pire. Ah Damen, on dirait que tu n'as rien appris depuis le début du tome 2 où tu avais eu la même réaction quand Laurent avait été sur le point d'affronter Govart. Bref, Laurent accepte et s'ensuit une des scènes les plus manga que j'ai jamais lues dans un roman qui ne soit Paul for the Game.
En gros, c'est un jeu où on fait un 8 à cheval en visant des cibles au javelot, sauf que ça se fait à 5 en même temps, donc au moindre faux pas, tu risques de tuer ton adversaire. Jeu de crétin si vous voulez mon avis, mais bref, il s'avère bien vite que Damen continue de sous-estimer l'amour de sa vie parce que bien sûr que Laurent fait un perfect. Lui, Damen et un jeune aquilonien du nom de Pallas continuent leur sans faute presque tout le long, mais lors de l'avant-dernier lancer, un autre adversaire se rate et fait tomber la cible, ce qui signifie qu'à cet instant précis, il y a 2 javelots qui se dirigent l'un sur Damen, l'autre sur Laurent et Pallas. Damen étant Superman, il chope celui qui arrive vers lui en plein vol. Tandis que Laurent étant Laurent, il saute sur le cheval de Pallas pour les écarter tous les deux de la trajectoire, puis il chope le dernier javelot de Pallas et finit tranquillement son parcours en tirant celui-ci et en faisant un sans faute. Histoire de ne pas être en reste, Damen, de l'autre côté du terrain, lance le javelot qu'il a saisi au vol et le fait atterrir en plein centre également. Je suis toujours morte de rire quand je lis cette scène, c'est vraiment la définition même de inutilement cool. Y a pas d'autre mot pour la qualifier en vrai. Mais bref, avec les 2 souverains qui ont fait un parcours parfait et Laurent qui a officiellement prouvé sa compétence en gagnant le jeu des rois d'Achelos, ne reste plus qu'une seule petite épreuve pour que les troupes, grisées, soient définitivement unies dans cette bataille et c'est de trinquer avec Macedon. Et il faut savoir qu'à l'exception de ce premier soir dans le tome 1 où il était saoul, on ne voit jamais Laurent accepter d'alcool ou en boire. Mais bon, diplomatie oblige, il trinque sans hésiter et descend le verre qu'on lui tend. Puis le second, puis beaucoup d'autres. Puis lui et Macedon sont en train de s'arranger pour aller à la chasse ensemble quand la guerre sera finie, et bon bah, l'oncle de Laurent est à chier, mais on dirait qu'il en a trouvé un autre, puisque Macedon, le général le plus raciste envers les Vérétiens qui soit, apprécie tant cette soirée de beuverie avec Laurent, qu'il finit par l'adopter plus ou moins. J'adore ce chapitre. On n'est pas au niveau du comique de situation de l'auberge dans le tome 2, mais il fout de bonne humeur. Enfin, Damen sachant que Laurent ne boit pas, il savait ce qui est arrivé, et en effet, Laurent garda un aplomb impeccable, les yeux légèrement vitreux et les joues un peu rouges, jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Damen passa le bras par-dessus la coudoir de sa couchette et attendit. Après un long silence, Laurent déclara « Je vais avoir besoin d'aide pour me lever ». Damen se retrouve à plus ou moins devoir porter un Laurent bien arraché jusqu'à sa chambre, où celui-ci reconnaît dans un élan d'honnêteté teinté d'alcool que Damen lui manque terriblement. Et si Damen en est ravi, c'est parce qu'il loupe la dernière phrase du chapitre. Quand, après avoir dit à Laurent de dormir, et qu'au petit matin, il pourra oublier qu'ils ont eu ce moment, ou au moins prétendre l'avoir oublié, Laurent, emporté dans une somnolence alourdie par l'ivresse, lui répondit « Oui, mon oncle ». « Madame Paquette, pourquoi ? Pourquoi avoir conclu ce chapitre si positif et drôle et optimiste par une toute nouvelle dose d'horreur pure ? Après tout, pourquoi Laurent associerait-il son oncle au fait de s'endormir après avoir bu trop d'alcool, ou au mot « tu pourras oublier que ça s'est passé ou prétendre avoir oublié » ? Pourquoi ? Après ce qu'on a déjà compris. Putain de merde, cette phrase est dans le top de celle qui m'horrifie le plus dans cette histoire, et du coup, le whiplash quand on commence le chapitre suivant et que Damen est tout guilleré parce qu'il manque à Laurent... Bon sang, j'aime ce protagoniste, mais... Ah ! Bon, Laurent est beaucoup moins heureux que Damen vu la gueule de bois avec laquelle il se réveille, mais il est plus terrifié que furieux et ne se calme que quand Damen lui affirme qu'ils n'ont rien fait et que jamais il ne le toucherait alors qu'il est incapable de consentir. D'ailleurs, Laurent reconnaît que ça ne lui ressemblerait pas, mais bon bah... voir mes remarques à la fin du chapitre précédent et je pense qu'on convienne très bien pourquoi c'était sa première réaction. Bref, l'armée est bien unie maintenant et c'est très stylé car ça veut dire qu'ils auront les moyens de se battre à armes égales avec Castor en commençant par marcher sur le fort de Carthas. Sauf qu'en arrivant à Carthas, il tombe sur un fort vide. Entièrement vide ? Non, car il y a une irrésistible chambre barricadée dans un coin, alors même qu'il est clair que toutes les troupes se sont repliées en se rendant compte qu'elles ne pourraient remporter ce combat. Et dans cette chambre se trouve Jocaste, l'ex de Damen, qui a clairement été laissée derrière car elle vient d'accoucher et était trop faible pour se déplacer. L'enfant n'est nulle part en vue, donc il a clairement été emmené avec les troupes. Damen comprend alors que ce village incendié, ce coup monté contre Macedon pour séparer leurs troupes, avait été causé par elle, qui tentait de les ralentir pour pouvoir accoucher avant qu'ils ne marchent sur le fort. Et ça a du sens. Après tout, celui qui a mis à mal ce coup monté en intervenant puis en gagnant l'allégeance de Macedon, c'est Laurent, la seule tête pensante de notre petite équipe qu'elle ne connaît pas, et qui en revanche aurait été celui que le régent connaissait le mieux. Damen l'a fait enfermer, et n'a pas le temps de réfléchir à quoi faire d'elle avant qu'un héros vérétien arrive avec un message pour Laurent, lui demandant de se rendre pour être jugé sous prétexte qu'il ne s'agirait que d'un prétexte pour calmer le conseil et qu'à la fin du procès, Laurent récupérera tout ce qui lui a été confisqué. Une offre tentante, mais que Damen refuse tant celle-ci est gonflée. C'est alors qu'il découvre que Castor a fait répandre la rumeur que c'est lui, Damen, qui aurait tué leur père et non pas Castor et le régent, afin de le discréditer et éviter qu'on ne se rallie à sa cause. Furieux, Damen congédie les dignitaires et met enfin le doigt sur quelque chose qui taraude le lecteur depuis le premier tome. Non, pas encore ça, je parle d'autre chose, j'avais mentionné le bleu et le rouge.
Damen tourna les talons. Laurent se tenait seul, adossé contre la tenture au fond de la salle. Comme face à un soudain dédoublement d'image, Damen le vit tel qu'il était, terriblement isolé. C'était le régent qui en était responsable. Il lui avait enlevé tous ses alliés, un par un, et avait retourné tout le monde contre lui. Damen se souvint avoir défendu la bonté d'âme du régent à Arlès, d'avoir essayé de convaincre Laurent, et de s'être montré aussi naïf qu'Estienne. Laurent avait eu droit à ce genre de discours toute sa vie. Bon, aussi tentante que soit l'offre, Laurent n'a aucune intention de l'accepter, sachant que ce procès a pour but, au contraire, de l'accabler avec un enchaînement de témoins à charge qui s'achèverait sur son exécution certaine. Jocaste demande à s'entretenir avec Damen qui refuse et laisse Laurent s'en charger. Lex est le plus ou moins copain, ça va faire des étincelles en Paris. Bon, en soi, ils sont surtout d'accord quant au fait que Damen est le meilleur coup du monde, mais l'intérêt principal de la scène, c'est que Jocaste compte bien négocier. Son enfant ne serait pas le fils de Castor, mais celui de Damen. Et elle l'a envoyé à Ios, capitale d'Achelos, où se trouve Castor et le régent. Ce qui signifie que ceux-ci ont le bébé en otage pour empêcher Damen d'utiliser son armée toute neuve. Occupé à avaler toutes ces nouvelles, Damen fait enfin le deuil réel de son père, et c'est donc en toute logique que Laurent finit par aller le voir pour lui faire un câlin. Tout à fait chaste le câlin, il compte juste le réconforter. Mais comme on ne peut pas gâcher une interaction sincère entre les deux, et comme l'animosité qu'il force au début du tome est retombée depuis leur affrontement, il décide d'aborder les sujets qui fâchent. Mon père est mort. Cette remarque portait la marque de la fatalité. Son père était enterré en Achelos, sous les colonnes de la galerie des dormants, là où la douleur et les limbes de ses derniers jours ne pourraient plus l'atteindre. Il leva les yeux sur Laurent. Tu pensais qu'il n'était qu'un roi belliciste et belliqueux, saisissant le premier prétexte venu pour envahir ton pays, dans sa soif d'expansion et de gloire pour Achelos. Non, l'interrompit Laurent. Pas besoin de parler de cela tout de suite. Un sauvage, reprit Damen, avec des ambitions barbares, incapable de régner autrement que par l'épée. Tu le haïssais. C'est toi que j'ai haï. J'avais tellement de haine envers toi que j'ai bien cru que j'allais en crever. Si mon oncle ne m'avait pas arrêté, je t'aurais tué. Et puis tu m'as sauvé la vie. Et tu étais là chaque fois que j'avais besoin de toi. Et je t'ai haï pour ça aussi. J'ai tué ton frère. Le silence sembla s'éterniser, étouffant. Damen s'obligea à regarder Laurent dans les yeux, cette présence lumineuse et perçante près de lui. Pourquoi es-tu là, s'enquit Damen? Laurent semblait encore plus pâle dans l'éclat de la lune qui découpait son visage des ténèbres les englobant tous les deux. Je sais ce que c'est que de perdre un membre de sa famille. Sexe de réconciliation? Avec plaisir. Sans entrer dans les détails salaces, Damen lui propose, une fois que ce sera fini, de plutôt régner ensemble et unir leur royaume, puis et cucul la praline, mais vu le ton du livre, ça fait du bien parfois. Laurent reconnaît n'avoir eu qu'un seul autre partenaire que Damen, et on hurle tous ensemble d'horreur car on a compris ce qu'on a compris. Damen force Laurent à reconnaître que celui-ci est une victime, et que ce qu'il a vécu en perdant son frère alors que les enfants n'étaient pas justes, et enfin, il le pousse à l'appeler par son prénom. Et vous savez, j'ai lu ces bouquins pas mal de fois, mais c'est seulement là, en lisant la VF, que j'ai tilté que, oh bordel, à l'exception de cette scène de retrouvailles au début du tome 3, Laurent n'appelle jamais Damen par son prénom. Ou son surnom d'ailleurs. Il n'en a pas besoin, on sait quand il s'adresse à lui. Mais ça montre plus encore ce déni dont je parlais au début. Tant que Laurent n'appelle pas Damen par son nom, il peut se mentir et prétendre que l'homme à qui il fait le plus confiance et dont il est tombé amoureux n'est pas l'assassin de son frère. Cette scène est donc le moment où ce masque tombe et enfin, il accepte ce fait. Le tout encadré par pas mal d'aubergines, mais bon, c'est aussi pour ça que les scènes du 3 et du 2 me gênent moins que celles du 1, elles ont un rôle scénaristique et servent à faire évoluer les personnages. Et bon sang, mais maintenant qu'il n'y a plus de non-dits entre eux et qu'ils sont officiellement ensemble et sans opposition l'un à l'autre, putain qu'ils sont choupis! Fait amusant, quand ils se réveillent l'un à côté de l'autre, Laurent trouve très amusant que Damen lui dise à quel point il le trouve séduisant, car d'habitude on commence par lui dire ça, alors que là c'est la première fois que Damen le lui dit. C'est amusant parce que vu qu'on est du point de vue de Damen, oh bah putain, mentalement il l'a répété en boucle par contre, hein. Il va pas nous laisser oublier à quel point son visage est parfait, et ses cheveux d'un magnifique doré, et ses yeux d'un bleu impressionnant, et sa peau délicate, et bref. Au point que ça fait bizarre de se rendre compte qu'il ne l'a en effet jamais dit à voix haute. Aussi, je veux bien votre avis sur un truc. Parce que quand Damen demande à Laurent s'il y avait quelqu'un pour le réconforter après la mort de son frère, Laurent répond oui en quelque sorte. Et je vois que l'interprétation générale est qu'il parle de, justement, Damen, à l'instant, ce qui est à la fois assez mignon et ultra triste parce qu'on est 6 ans plus tard quand même, mais mon interprétation affreuse est qu'il parle de son oncle, donc je sais pas si je préfère pas l'idée que ce soit Damen en fait. Ils discutent ensuite du fait que Damen n'ait pas pris d'esclaves depuis le début de la campagne. Si tu as oublié comment faire avec les esclaves, je peux t'expliquer, ironise à Laurent. Tu détestes l'idée même de l'esclavage, ça te révulse, affirma Damen laconiquement. Si n'importe qui d'autre avait été à ma place, tu l'aurais libéré dès la première nuit. Il fouilla du regard le visage de Laurent. Quand j'ai défendu la cause des esclaves acheloniens à Arlès, tu n'as pas cherché à me faire changer d'avis. Ce n'est pas vraiment un sujet qui se prête à un échange d'opinions. Il n'y a rien à dire là-dessus.
il y aura des esclaves en Achelos. C'est dans notre culture. Je le sais bien. Est-ce différent pour les mignons, avec leur contrat? Est-ce que Nikez a eu le choix? Il a choisi la seule option pour se sortir de la misère. La seule réponse d'un enfant démuni face à des adultes. La seule attitude possible face à un ordre donné par son roi. Ça n'a peut-être de choix que le nom, mais c'est déjà plus que ce à quoi peut prétendre un esclave. Ce passage me semble important, puisque je trouve qu'il résume une fois de plus le message du livre à ce niveau. Et réduit un peu en cendres la majorité des critiques que je vois à l'encontre de ce livre, comme quoi il serait une glorification de l'esclavage, parce que Laurent est un personnage qui finit par nous être sympathique alors qu'il a Damen comme esclave à un moment. Ça s'appelle manquer assez tragiquement le sujet, puisque justement, comme cet échange le soulève si bien, c'est Damen l'esclavagiste entre les deux. Laurent a traité Damen comme une sombre merde, oui, mais c'était parce qu'il était face à son croque-mitaine, face à l'homme dont il voulait se venger depuis 6 ans. Entre les deux, c'est Damen celui qui devait changer d'avis au sujet de l'esclavage, pas Laurent. Je sais que c'est difficile à enregistrer pour beaucoup, comme je le disais déjà la dernière fois, au sujet d'Achelos, qui n'a rien de la contrée parfaite que Damen idéalise, mais qui est pourtant souvent dépeinte comme telle dans les fanfics. Damen est si facile à aimer comme personnage, si honorable et bon. Son évolution est si progressive que des tas de gens embrassent son point de vue initial et ne comprennent jamais qu'on n'est pas censé être d'accord, qu'il est censé évoluer, qu'il a tort sur des tas d'aspects et que ce qu'il voit est extrêmement faussé. Nos deux protagonistes sont imparfaits, profondément imparfaits. Mais tout le twist de l'histoire est de voir que Laurent réserve en fait ces horribles travers que l'on voit chez lui aux gens qui l'ont blessé, alors que Damen est innocemment horrible à l'encontre de tas de gens innocents. Celui qui va voir des enfants démunis et leur apprendre des tours de passe-passe pour les réconforter, celui qui a dit à un esclave d'être courageux car il sera bientôt sauvé, celui qui déteste l'idée même de réduire des êtres humains à la servitude, ce n'était pas gentil Damen, honorable Damen. C'était Laurent, le froid, le cynique et désagréable. Est-ce que Damen aurait fait ces choses s'il y avait pensé? Peut-être. Mais Damen n'a jamais eu besoin d'y penser. Car Damen a été élevé dans un tel privilège, avec de telles œillères quant à sa culture, qu'il est d'une insensibilité innocente bien souvent. Et c'est ça qui est si chouette aussi. Ils sont tous les deux de bonnes personnes, qui ont fait des choses affreuses, volontairement ou non, et s'en rendant compte ou non. Bref! Avant cette interlude, nous étions bloqués parce que le probable enfant de Damen était retenu en otage à Ios. Aussi, la prochaine épreuve pour nos personnages est d'introduire une troupe jusqu'à Ios afin d'aller le chercher. Ils ne prendront qu'une petite équipe. Laurent, Damen, leur meilleur guerrier, Jocaste, Guion et la femme de Guion, qui est là depuis le début en fond mais qui a jamais trop eu de rôle ou parler, afin de procéder à l'échange au Havre des Rois, un endroit sacré où il est interdit de tirer l'épée ou faire preuve de la moindre violence sous peine d'être exécuté. Et donc, si vous êtes comme moi, vous voyez aussitôt venir l'ultime couille de ce plan. Bah oui, l'idée de faire ce genre d'échange dans un endroit où la force ne pourra jouer aucun rôle est bien jolie, jusqu'au moment où on se rappelle qui est l'ennemi principal. Pas Castor, ni son armée, qui ne sont courants de rien de tout ça, mais un homme qu'on n'a jamais vu sortir une épée, car il est infiniment plus mortel avec ses mots. Ça va mal se passer, pas vrai? Bon, en tout cas, le trajet, lui, se passe bien, et est même la partie du roman la plus drôle. Déjà, tout le monde doit être un peu incognito, du coup tout le monde se fringue de façon aquilonienne, et Damen n'était pas prêt à voir Laurent en jambes nues puisqu'il en fait tomber son pichet et le regrette d'autant plus qu'il ne peut pas se boire un verre après coup. Damen, bro, du calme, tu l'as déjà vu à poil plusieurs fois. Ensuite, leur première histoire pour passer les gardes est qu'ils escortent Jocaste jusqu'à Ios après son accouchement, sauf que Jocaste est prisonnière et bâillonnée. Du coup, lorsque des gardes un peu trop minutieux fouillent et les laissent repartir sans rien dire, on comprend que Laurent s'est travesti avec une robe qu'il a depuis un de ses échanges avec Vasque dans le tome 2, en se faisant passer pour elle, et bon, aussi joli garçon soit-il, je sais pas comment c'est passé avec la voix. Mais c'est pas fini! Damen voulait l'aide d'Eston, un de ses plus grands alliés, mais Jocaste l'avait prévu, et donc avait envoyé des gardes là-bas. Alors Laurent en profite pour les mettre en déroute en poussant le chien d'Eston à effrayer les chevaux des gardes, pendant que leur cortège passe la rivière avant de les retrouver là-bas comme une fleur ou un super-héros vêtu d'une jupe grecque ultra courte. Et là, seulement, après cette poursuite tendue, voilà Tipa que la roue du chariot se pète, précisément alors qu'il y a une garnison de soldats pas loin. Et Laurent fait signe à ceux-ci en les interpellant et en leur demandant de l'aide pour réparer leur roue. Il se fait passer pour le marchand Charles, qu'on avait croisé dans le tome 2, et le truc qui est dingue, c'est que ce refuge dans l'audace fonctionne, et ils se font escorter jusqu'à une auberge. Auberge où se trouve le véritable Charles. Fort heureusement, celui-ci reconnaît Laurent, et étant acquis à sa cause, il joue le jeu aussitôt et prétend qu'ils sont cousins portant le même nom. Et tout ceci avec Nicandros qui regarde tout se passer avec l'expression de quelqu'un qui ne comprend rien à ce qu'il est en train de voir, et Damen en mode lol mood. Dis-moi qu'on s'habitue. Oui, oui. Maintenant que tout danger est passé et qu'ils seront au Havre des Rois pour l'échange dès le lendemain, nos amoureux se retrouvent dans leur chambre et... voilà.
Bon, encore une fois, elle joue un rôle dans le scénario et l'évolution des personnages, avec notamment Laurent, qui décide de faire quelque chose qu'il avait dit tout net qu'il ne ferait pas lors de leur première partie de Jambon Beurre. Mais bref, une fois Damen bien endormi en revanche, Laurent se lève et va libérer Jocaste. C'est le seul autre instant qu'on a de son point de vue, et le livre prend bien soin de ne pas nous indiquer une seconde à quoi il pense, mais une chose est claire, son acte est en partie motivé par la pitié. Car quand il voit Jocaste, ce n'est pas elle, ou même une autre version de lui-même qu'il voit. C'est Nicaise. Nicaise qui n'a pas su choisir entre lui et le régent, et qui du coup s'est fait tuer par le plus retors des deux. Tandis que Jocaste, d'après lui, n'a pas su choisir entre Damen et Castor, et donc quoi qu'il arrive, c'est un destin semblable qui l'attend. Après tout, contrairement à ce que Damen s'imagine depuis la fin du tome 2, Laurent a compris que le fait d'envoyer Damen à Vert en tant qu'esclave n'était pas un plan du régent pour l'utiliser contre Laurent. Non, celui-ci s'en est juste très bien accommodé. C'était le seul plan que Jocaste avait trouvé, pour que Castor épargne son frère. Des faits qui ajoutent une certaine nuance à ce personnage, jusque-là assez difficile à comprendre, et qui la rendent bien plus intéressante et touchante. Néanmoins, sans Jocaste, comment Laurent compte-t-il effectuer l'échange au Havre des Rois? On ne le sait pas, mais on sait qu'il cache la disparition de celle-ci lorsqu'ils reprennent leur route le lendemain. Une fois au Havre des Rois, on nous explique bien tout son principe, endroit où la violence est prohibée sous peine d'exécution, tous les gardes sont les meilleurs du royaume et sont choisis pour être neutres afin de faire respecter cette loi à tout prix, bref, comme je l'avais dit plus tôt, dès que les portes s'ouvrent et que nos deux héros se retrouvent face au régent, on sait que c'est mal barré, car le régent n'a jamais sorti une seule arme, il a toujours gagné, par les paroles. Et il nous dit sans hésiter, car il connaît tristement bien Laurent, que celui-ci a probablement libéré Jocaste car il savait que le régent n'en voudrait pas, et qu'il est venu s'échanger lui contre le fils de Damen. Sauf que le régent n'a pas l'intention d'échanger l'enfant. Non, d'après lui, il n'aura rien à faire. Laurent va s'agenouiller devant lui et le supplier de l'emmener. On se demande comment ce serait possible, comment il pourrait faire en sorte que son fier et intelligent neveu, certes avec des tendances sacrificielles mais pas du genre à faire ça pour rien, en viendrait à le supplier à genoux de l'emmener subir un procès d'humiliation publique avant de se faire exécuter. On se le demande, mais pas longtemps. Car c'est le moment que le régent choisit pour révéler tout à fait naturellement ce que le lecteur a compris depuis 2 tomes entiers. À savoir que cette raclure de première catégorie a violé son neveu lorsque celui-ci avait 13 ans, juste après la mort de son père et de son frère. Et probablement plusieurs autres fois jusqu'à ce que celui-ci soit trop vieux pour l'intéresser et devienne à la place le seul obstacle entre lui et le trône. Et donc forcément, foudrage, Damen sort son épée pour tuer le monstre face à lui. Il faut énormément de gardes du Havre pour le stopper, mais ils finissent par réussir à l'immobiliser à 8 contre 1. Pour avoir commis une agression dans le Havre des Rois, la punition est la mort, mais étant considéré comme roi de verre, le régent est celui qui a le dernier mot à ce sujet. Et donc, lors de cette atroce scène, comme vous l'aurez sans doute compris, Laurent s'agenouille et supplie le régent de l'emmener en échange de la vie de Damen. Exactement comme celui-ci l'avait prévu. Damen n'est relâché qu'à l'aube et sachant très bien ce qui l'attend, il prend à peine le temps de réfléchir avant de décider de voler au secours de son copain, et il le fait en s'arrangeant pour qu'on sache bien qu'il est de retour à Ios et donc qu'on ne puisse pas l'éliminer en secret. Il est donc amené sur les lieux du procès, qui est en cours depuis plusieurs heures en public, et il s'avère bien vite que le régent se doutait qu'il viendrait et compte l'utiliser comme dernière preuve contre un Laurent épuisé, qu'il a déjà plus ou moins fait condamner, soyons honnêtes. Damen nous fait une très belle déclaration d'amour public, malgré la façon dont il se fait enfoncer, diffamer et calomnier quant à sa soi-disant participation au meurtre de son père, et, pensant avoir compris quel était le plan de Laurent, demande à Guion, qui les a accompagnés jusqu'ici, de tenir sa promesse, celle de révéler la complicité du régent et de Castor quant à ce meurtre. Guion n'a pas changé, c'est toujours le plus gros fils de chien que vous pouvez imaginer, donc à la place, il se contente de répéter les mensonges du régent et de confirmer les accusations à l'encontre de Damen et de Laurent comme un propagandiste de CNews. Sauf qu'en fait, vous vous souvenez la femme de Guion que j'ai mentionnée, qui était là en fond depuis le début mais par la peine et jouait pas vraiment de rôle? Ouais. Bah en fait, elle a extrêmement mal pris la mort de son fils, et pour le coup, elle a parfaitement compris le rôle de son mari et du régent à ce niveau, et il s'avère que ça fait un moment que Laurent et elle s'arrangeaient pour qu'elle témoigne à ce sujet. Donc elle révèle tout ce qu'elle sait, et ainsi confirme que le régent et Castor sont à l'origine du meurtre de Théomède. Quelque chose qui casse toutes les accusations contre Damen, mais pas celles contre Laurent. Si vous aussi vous étiez un peu déçu que les 2 derniers actes importants de Damen aient été d'empirer la situation, d'abord au Havre des Rois puis en demandant à Guion de témoigner, je vous rassure, son moment de briller vient juste après, car il se met à faire des tas de liens entre des détails qui se sont accumulés dans le scénario et que je ne vous ai pas raconté parce que Mamma Mia, ces vidéos sont déjà bien assez longues comme ça. Mais bref, on va parler de Patial. Patial, le médecin de Laurent, qui, on a appris au fur et à mesure, était autrefois celui du régent et avait un frère archer dans la garde royale qui est mort peu après Marlas. C'était aussi le médecin des mignons du régent, et donc il est bien connu de ceux-ci. Et dans le premier tome, le soir où Laurent a été attaqué, Damen avait croisé Nicaise dans un couloir bien particulier. Et tout ce temps,
Laurent était sûr que Govart avait un moyen de faire chanter son oncle, mais il ne savait pas quoi ni comment. Et Govart est mort en maudissant des médecins et des garçons de chambre, à savoir des mignons. Comprenant que Pascal c'est quelque chose qui vient secret depuis des semaines, Damen lui intime de parler et enfin, Pascal s'avance et révèle tout. En gros résumé, le régent est celui qui a organisé l'assassinat du roi et la bataille qui a opposé Auguste à Damen, en engageant le frère de Pascal qui a ensuite été tué par Govart sous ordre du régent. Mais pas de chance, le frère de Pascal avait écrit une lettre à son frère pour lui expliquer toute la situation et Govart s'en est emparé pour faire chanter le régent tout ce temps. Le soir de l'attaque, Nicaise avait volé cette lettre à Govart et, affolé, l'avait confiée à la seule personne en qui il savait pouvoir avoir confiance, le médecin qui avait pris soin de lui, Pascal. Bref, Pascal fournit la preuve que le régent n'a pas seulement fomenté l'assassinat du roi d'Achelos, mais aussi celui de son propre frère Aver, ce qui non seulement remet en doute toutes ses accusations, mais aussi le prouve coupable de crimes infiniment pires que ceux dont il a accusé Laurent, qui d'ailleurs, pour une fois, n'était au courant de rien de tout ça et est tout aussi choqué que le reste des spectateurs. Et vu qu'on est dans un monde fictif, il y a toujours de l'honneur et de la décence chez la majorité des gens puissants, donc tous les soldats rejettent le régent et se rallient à la place à Laurent. Tandis que le régent est exécuté, des combats commencent entre les loyalistes de Damen et ceux de Castor, qui, en se rendant compte que ça allait mal tourner pour lui, s'est carapaté en vitesse. Comparé au régent, ce n'est finalement qu'un petit joueur. Et il est presque surprenant qu'il soit le vrai boss final, mais ça a un certain sens parce que le dernier chapitre de notre histoire va être fait de parallélisme. Damen, sachant quel passage secret son frère peut employer pour fuir, ne voit qu'un seul chemin pour l'intercepter, les bains des esclaves, où a commencé notre histoire de son point de vue. Et en effet, il l'intercepte. Castor, le premier de nos antagonistes majeurs dont on entend parler, est celui que l'on affrontera en dernier, et on l'affrontera là où cette histoire a commencé. Néanmoins, connaissant la bonté de son frère, Castor lâche son épée et tente de négocier avec Damen pour avoir la vie sauve, et Damen accepte. S'il lui prête allégeance, Castor sera mis sous arrêt dans ses quartiers, mais il aura la vie sauve. Castor le remercie en profitant qu'il ait baissé sa garde pour le poignarder avec un couteau qu'il avait dissimulé. Sévèrement blessé, Damen ne peut plus se battre. Donc c'est bien entendu là que notre deuxième protagoniste arrive pour terminer le travail. Ce duel final entre Laurent et Castor est l'ultime parallélisme de la série. Toutes ces histoires ont commencé, plus ou moins, quand Damen a tué Auguste. Et dans ce combat, il rejoue ce duel. Il reconnaît les techniques d'Auguste chez Laurent, tout comme il reconnaît les siennes chez Castor. Là où les frères honorables s'étaient affrontés un jour, cette fois ce sont les frères plus retors qui se livrent bataille. Mais là où le combat entre Damen et Auguste était équitable, celui entre Laurent et Castor ne l'est pas. Castor est plus expérimenté, plus fort, plus grand et carré d'épaules, il a plus d'allonge et est beaucoup moins épuisé que Laurent. Il est exactement ce que Laurent se prépare à affronter depuis 6 ans, mais sans les émotions contradictoires qui lui ont fait perdre le contrôle lorsque lui et Damen se sont battus. Donc oui, Laurent le bat littéralement en une seule page, il fait l'exacte même erreur qu'Auguste a faite qui lui a coûté la vie, sauf que contrairement à Auguste qui a fait cette erreur par épuisement, Laurent fait en réalité une feinte et quand Castor saute dessus, c'est quick, c'est un égorgement rapide. Comme 6 ans plus tôt, le frère aîné est tué par le frère cadet, tous deux orphelins et sans famille désormais, nos héros ont à peine le temps de commencer à prendre soin des blessures de Damen quand les cloches se mettent à sonner, annonçant l'avènement d'un nouveau roi d'Achelos, Damen. Fin. Oui, la fin est giga brutale. Et comme cette vidéo a déjà duré 15 ans, vous savez quoi ? Je vais pas vous faire mon retour tout de suite comme à la fin du 2e tome. La critique générale suivie d'un bref résumé des histoires bonus qu'il y a à la fin de l'intégrale viendra dans une autre vidéo. Comme vous vous en doutez, ce sera dithyrambique. Allez, à bientôt mes petits lions pour la dernière vidéo sur cette série.